Amis des diodes, bonjour. Il y a quelques temps, un internaute m'a fait remarquer que j'avais déjà fait pas mal de vidéos sur l'analyse des datasheets de certains composants, mais je n'avais pas fait vraiment sur un composant pourtant basique et indispensable qui est la diode. Et donc aujourd'hui, je vais combler cette lacune. J'avais déjà parlé il y a quelques temps quand même de la diode AED 4001, enfin toute la série 4001 à 4007. Mais aujourd'hui, le but de cette vidéo, là, ça va être justement de regarder un petit peu ce qu'on peut trouver dans les datasheets des diodes et ce qu'il faut retenir et analyser. Et ça a deux intérêts. C'est soit sur un composant connu, si on a la référence et connaître ses caractéristiques pour pouvoir l'utiliser et surtout des fois éventuellement trouver un équivalent pour le remplacer, parce qu'il y a tellement pléthore de modèles que souvent on ne trouve pas le bon. Ou dans l'autre sens, si on veut faire la conception de quelque chose, essayer de chercher quelles sont les caractéristiques qu'il faut rechercher et après vérifier, hein, sachant que sur les diodes, comme sur la majorité des composants, c'est toujours une affaire de compromis. Hein. Voilà, si on a plus de tension, on a peut-être plus de seuil, plus de courant. Enfin voilà, les paramètres jouent un petit peu les uns sur les autres. Alors là, j'ai décidé de commencer avec une diode de légende, qui est la AN4148, qui est une diode de signal, comme on dit, une petite diode. Une diode qu'on va utiliser dans énormément de montages électroniques avec des courants faibles, hein, sachant qu'elle est relativement proche d'une autre diode de légende, qui était la AN914, par exemple. Enfin voilà, celle-là, je pense que c'est vraiment la diode qu'on va retrouver dans pléthore de montages. Donc là, j'ai pris le datasheet Philips. Il faut savoir que cette diode, on la retrouve chez la plupart des fabricants. Donc comme tout datasheet, hein, ici, on va avoir les principales caractéristiques. Donc là, déjà le boîtier, hein, qui est voilà, un boîtier DO35, un boîtier en verre, avec en plus toujours le brochage. Hein. On a ici cette bague qui montre la cathode de la diode. Et dans les choses intéressantes, on va voir que voilà, elle est rapide quand même, hein, elle peut switcher jusqu'à 4 nanosecondes. Elle n'est pas dédiée à des applications, c'est vraiment une diode d'usage général. Et là, on va retrouver les principales caractéristiques max qu'il ne faut pas dépasser. Donc là, voilà, il ne faut pas dépasser la tension de 100 volts en inverse, et que ça soit de façon continue ou répétitive. Il y a des diodes qui éventuellement peuvent avoir ici des valeurs différentes, mais là, c'est pas le cas. Et là, le courant vraiment max, attention, pic de 450 mA. En fait, voilà, on peut pendant un certain temps lui mettre ce courant-là, mais pas en continu. Et donc, son application principale, voilà, c'est high-speed switching, bien que souvent, on ne va pas forcément l'utiliser pour sa vitesse, mais aussi, comme on va dire, un petit peu de diode d'usage général ici. Alors, on voit qu'il y a un autre modèle, le AN4448, mais comme c'est souvent le cas pour les diodes, c'est des modèles qui sont très proches et qui vont différer que par une petite caractéristique. Donc là, comme dans tous les datasheets, j'en ai déjà parlé, on va avoir les valeurs max, hein, ce qu'on appelle the absolute maximum rating system. En gros, c'est vraiment les valeurs max qu'il faut en aucun cas dépasser sous peine de éventuellement endommager la diode. Sachant que, comme j'ai aussi souvent dit, il faut toujours se garder de la marge. C'est-à-dire que là, si à un moment donné, je sais que j'ai une tension de 90 volts, ça peut encore aller, j'aurai 10% de marge. Mais voilà, si je sais que j'ai un truc qui est, je sais pas, qui est alimenté en 100 volts pile, par exemple, là, il faut toujours se garder ici de la marge. Donc là, comme j'ai dit, on a la tension inverse. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Déjà, ça s'appelle le VR, hein, la tension inverse maximum qu'elle peut supporter. Au-delà de cette tension-là, elle va probablement avoir un phénomène qu'on appelle le phénomène d'avalanche, qui fait que elle va passer subitement énormément de courant et ça peut éventuellement la détruire. Sachant que, on peut le mesurer ça, j'avais déjà montré ça, mais contrairement à une diode Zener qui est prévue pour fonctionner dans ce mode-là, ces diodes-là ne sont pas prévues pour. Donc généralement, il faut énormément limiter le courant quand on va atteindre cette tension-là, sinon, comme j'ai dit, ça peut la détruire. Ensuite, on a le courant passant maximum, donc le IF. Je peux passer donc en permanence 200 mA maximum dans le sens passant. Sachant que je peux avoir des pics, comme on l'a vu avant, un peu plus importants. Et on va voir plus tard que dans le datasheet où on va voir, voilà, répétitif, ça ne veut pas dire grand-chose.
répétitif jusqu'à quel point. Et là, on a aussi le courant maximum, mais non répétitif. Alors, c'est quoi la différence entre répétitif et non répétitif? Répétitif, ça veut dire que c'est quelque chose qui va arriver de façon périodique, relativement souvent. On va dire, par exemple, je sais pas moi, toutes les 10 millisecondes, je vais avoir un petit pic de courant à 400 mA. Répétitif, ça veut dire que c'est quelque chose qui, normalement, arrive vraiment de temps en temps, comme un parasite ou quelque chose. Et là, on voit que, à la température de 25 degrés, je peux avoir une impulsion de temps en temps de 1 microseconde qui peut voilà, faire passer jusqu'à 4 ampères dans la diode, ce qui est quand même très important. Mais il ne faut pas que c'est vraiment quelque chose d'aléatoire. Mais ça peut me permettre d'avoir une idée de ce que la diode peut supporter, on va dire, de façon vraiment occasionnelle, sans être détruite. Et on voit bien sûr que plus la durée augmente, plus ce courant diminue, à mesure où, voilà, déjà 1 seconde, ça commence à être très long, quoi. Donc voilà, c'est ça qu'il faut bien voir. La grosse différence aussi, c'est que si ici c'est pic, en gros, la différence entre ça et ça, c'est une sorte de PWM, on va dire, pour la température de la jonction. En fait, là, c'est pas vraiment le courant qui joue, c'est la température quelque part. Et on voit que la température max de jonction autorisée, c'est 200 degrés. Et ces 200 degrés, ils sont bien sûr en lien avec la puissance qu'elle dissipe, qui ne doit pas dépasser 500 mW à 25 degrés. Ça veut dire que, en gros, si j'ai du courant comme ça, des petits pics de courant de temps en temps, ben, ça veut dire que ça va faire chauffer la diode. Mais je veux dire, à un moment, c'est un petit peu le principe, hein, comme j'ai déjà dit, du PWM. Ça va augmenter la température, mais sans forcément la dépasser. Alors que là, des pics comme ça, non répétitifs, ils durent pas longtemps. Là, c'est plus le courant qui joue, plus que la température de la jonction. Il faut bien voir que dans les semi-conducteurs, c'est ces deux choses qui jouent. Il y a la température max que peut avoir la jonction, parce que passer cette température-là, elle va fondre et se mettre en court-circuit ou être détruite, et le courant max qui peut passer dedans de façon, je veux dire, éventuellement instantanée, sans la détruire. C'est ça qui joue. Donc là, voilà, on a la température de stockage qui, là, est la même qu'on peut voir. Par contre, là, on a ce moins 65 qui indique que, voilà, on la mettait dans l'azote liquide, par exemple, potentiellement, elle pourrait être détruite. Enfin, voilà, ça, encore une fois, c'est les conditions max, mais il faut toujours garder de la marge. Ensuite, comme dans tous les datasheets, on va avoir un certain nombre de valeurs, et ces valeurs sont toujours sous forme d'un min-max. Alors, éventuellement, il y a des valeurs typiques, mais là, bon, ils les mettent pas vraiment. Mais voilà, ça veut dire que quand je vais dessiner mon schéma, il faut savoir que je peux m'attendre à avoir des valeurs, je veux dire, entre ces deux valeurs, où souvent, il n'y a que des fois le max qui est indiqué, comme on va le voir, il n'y a pas le min. Mais ça veut dire que, voilà, dans mon design, il faut que je m'attende à ça. Ça veut dire que dans un lot de diodes, je peux avoir des valeurs qui sont comprises entre le min et le max, et je pourrais pas me plaindre auprès du constructeur. Donc il peut y avoir des différences, hein, sur 10 diodes, elles n'auront pas forcément les mêmes valeurs exactement. Donc quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle la tension de seuil, hein, la forward voltage, c'est-à-dire en gros, quand elle est en sens passant, il y a une tension qui apparaît aux bornes de la diode, ce qu'on appelle la tension de seuil, et cette tension, elle n'est pas fixe. Elle dépend assez fortement du courant qui traverse la diode. On voit par exemple que pour 10 mA, elle peut être au maximum de 1 volt. Généralement, on part du principe que la tension typique, on va dire, c'est 0,6 volts pour des diodes de silicium. Mais ça peut varier d'un modèle à l'autre, et ça peut, comme on va le voir tout à l'heure sur les courbes, monter de façon assez importante. C'est vraiment pas quelque chose de linéaire en fonction du courant. Si je fais passer très peu de courant, j'aurai peut-être 0,5 volts, et si le courant augmente, ça peut monter assez haut. Donc ça, c'est vraiment la tension max que je peux avoir. Maintenant, il y a peu de chances qu'à 10 mA, sur un lot de diodes, je mesure 1 volt. Dans la réalité, j'aurais sans doute moins. Mais le constructeur, encore une fois, lui, il dit, si vous trouvez une diode qui a 1 volt, venez pas vous plaindre, c'est encore une fois dans les specs que je donne. Donc je pourrais pas reprocher au constructeur, lui dire qu'il y a un défaut sur son composant, si je mesure 1 volt sur la diode. Reverse current, c'est ce qu'on appelle typiquement aussi, ce qu'on appelle le courant de fuite. Je rappelle, une diode, ça passe, on va dire, le courant dans un sens et pas dans l'autre. Et en théorie, quand elle est polarisée en inverse, il n'y a pas de courant qui passe. Mais en fait,
c'est pas parfait. Il y a toujours un petit courant qu'on appelle le courant de fuite et qui est, voilà, on voit, alors ça dépend aussi de la température, mais à 25 degrés, il est de 25 nanoampères, mais on voit que si la température augmente, je passe à 50 microampères, ce qui fait quand même une sacrée dynamique, ce qui montre bien, et on le verra tout à l'heure sur une courbe, que le courant de fuite augmente de façon notable avec la température. Ensuite, on a ici la capacité parasite de la diode. Alors ça, c'est aussi un point qui est important. Toutes les diodes ont une capacité parasite et capacité qui varie avec la tension inverse. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène qui est exploité dans des diodes spéciales qui s'appellent les diodes varicap, qui permettent justement de faire varier la capacité en variant la tension inverse aux bornes de la diode. Mais en fait, toutes les diodes sont des diodes varicap. Elles le sont plus ou moins, mais il y a toujours cet effet. On va le voir aussi tout à l'heure sur les courbes. Et donc là, on voit que bon, c'est assez faible, c'est 4 picofarads, mais il y a des montages sur lesquels ça peut être assez gênant. Et là, attention, c'est aussi avec une tension inverse de 0 volts. Avec la tension inverse augmentée, cette capacité va changer. Recovery time, alors ça c'est aussi quelque chose de très important, c'est la vitesse de commutation. C'est-à-dire en fait quand la polarité aux bornes de la diode va changer, à quelle vitesse elle va réagir. Et c'est ça et ça c'est quelque chose de très important. C'est pour ça par exemple que dans les alimentations à découpage, les diodes de récupération, on peut pas mettre un 4001 par exemple, parce que par rapport à la vitesse de commutation, c'est pas assez rapide. Et le forward recovery voltage, on va voir tout à l'heure sur une figure, ça correspond aussi à la tension max qu'il peut y avoir, elle va devenir passante. Ensuite, on a bien sûr les caractéristiques thermiques, qui va donner des indications sur la façon dont elle va dissiper la chaleur. Encore une fois, on a vu tout à l'heure qu'elle pouvait dissiper jusqu'à 500 milliwatts maximum. Cette chaleur, il faut bien qu'elle se dissipe. Et elle va se dissiper en grande partie par les pattes de connexion et aussi par rapport à l'air ambiant. Ça, c'est bien sûr utile si on utilise la diode dans des cas où elle risque de chauffer un peu. Bon, souvent, les 41-48, on les utilise dans des montages avec des courants plutôt faibles et c'est pas forcément le truc le plus important. Voilà pour ça. Et après, comme dans tout datasheet, on va avoir un certain nombre de courbes qui sont bien sûr très intéressantes. Donc là, déjà, on va voir que le courant maximum, il va baisser en fonction de la température ambiante. Et pourquoi? On comprend que la puissance, je rappelle, c'est la tension multipliée par le courant. Donc, il passe du courant dans la diode, il va se développer une tension à ses bornes, et le produit de ce courant par cette tension, c'est la puissance qu'elle dissipe. Puissance qui se dissipe en chaleur, et on comprend que plus l'air ambiant est chaud, moins il y aura de différence entre la température de la diode et son environnement, et donc moins elle pourra évacuer de calories, et donc ça va faire, ça s'appelle des ratings ici, en fonction de la température ambiante. Et voilà, c'est pour ça que c'est ici, c'est 200 degrés max, parce que passer ça, de toute façon, elle est dans une ambiance qui est déjà à sa température maximum autorisée. Donc de toute façon, on ne pourrait pas faire mieux, quoi. Mais si j'ai un montage où je sais, par exemple, que la température ambiante peut aller jusqu'à 100 degrés, on voit que là, il faut plus que je pense que ma diode, elle peut dissiper 200 mA, elle peut en dissiper ici 100 et quelques. Donc ça, c'est un truc important. Après, ça, une courbe qu'on va retrouver sur toutes les diodes, justement, c'est la courbe qui montre l'évolution de la tension directe à ces bornes en fonction du courant. Comme on peut le voir, ces courbes, elles sont linéaires passées à un certain point, mais pas du tout au début. C'est-à-dire, en gros, là, il passe aucun courant, quasiment. La tension monte. Quand la tension va arriver ici, on peut le voir aux alentours de 0,6 volts, là, il va y avoir un courant qui va commencer à passer. Et là, on voit cette courbe ici qui arrondit et qui fait que là, on n'est pas du tout linéaire. C'est-à-dire que là, la relation entre la tension aux bornes et le courant qui passe, elle n'est pas du tout linéaire. Puis il va arriver un moment où on voit qu'on a quelque chose de linéaire. C'est pour ça qu'en fait, si on extrapole cette courbe-là, on peut voir, c'est comme si on avait une résistance quelque part en série avec une source de tension. C'est pour ça, des fois, on appelle ça la résistance dynamique des diodes, je crois. Et là, pourquoi on a plusieurs courbes? On a ici la courbe en fonction de la température. On voit que la température décale énormément les caractéristiques, où là, le seuil, finalement, devient plus bas. Et après, on a typical value, maximum value. Ça veut dire qu'en gros,
Et ça, c'est la valeur typique. Ça, c'est la valeur max garantie par le constructeur. C'est-à-dire qu'une diode, quelque part, on va dire, je peux me trouver à peu près n'importe où ici. Et c'est, encore une fois, ça dépend de l'échantillon. Ça, donc, c'est une courbe très importante. Et on voit que cette tension de seuil, elle peut quand même augmenter pas mal. On voit que, voilà, pour 200 mA, potentiellement, ça peut être assez important. Et ici, voilà, on revoit cette notion de pic non répétitif et qui nous montre qu'en fonction ici de la durée, quel est le courant qu'on peut avoir. Et ça montre ici cette évolution. Attention, c'est une échelle ici logarithmique, mais qui montre que ce qu'on pourrait, si ça tente, c'est que plus l'impulsion est longue, bah, moins le courant est autorisé et fort. Là, pareil, on retrouve que le courant de fuite dépend aussi énormément de la température de la jonction, comme on peut le voir ici. Là, ça dépend aussi de la tension inverse. Mais on a ici cette courbe qui montre quand même une très forte variation du courant de fuite en fonction de la température. Et là, pareil, on retrouve cette variation de capacité et on retrouve bien ici cet effet varicap dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit que plus la tension inverse augmente, plus la capacité ici a tendance à diminuer. C'est normal parce que le champ électrique, je veux dire, a tendance un petit peu, c'est un peu comme si ça se repoussait, c'est-à-dire que c'est un peu comme si ça écartait un peu les armatures d'un condensateur. Alors bien sûr, il n'est pas très marqué cet effet varicap. Donc si on veut une diode varicap, il faut mieux prendre des diodes qui sont justement conçues pour, ce qui n'est pas le cas de la AN4148. En fait, généralement, ce qu'on aimerait même, c'est que ça ne varie pas, mais c'est quelque chose qui est impossible à faire. Donc il y a toujours cet effet ici. Et là, après, voilà, on voit les différentes mesures, comme tout à l'heure, là, voilà, le Forward Recovery Voltage. On voit que ici, il donne même le protocole de mesure, on peut très bien le produire si on veut. Et on voit que sur une impulsion comme ça, voilà, quelle est la tension max qui peut arriver au bord de la diode, on va dire le temps qu'elle réagisse. Donc voilà, ça, par exemple, typiquement, c'est ce qu'on va avoir pour le datasheet donc d'une AN4148, et on voit que c'est quand même très riche d'enseignements, et que ça permet éventuellement, en fonction du montage que l'on veut faire, d'avoir tous les renseignements utiles. Alors voilà, on a vu les points qu'on va retrouver quasiment dans les datasheets de toutes les diodes. Bon là, très rapidement, on peut regarder une autre diode qui est la BAT85, qui est une diode Schottky, mais on va retrouver à peu près les mêmes caractéristiques, sachant que ce qui va, si on regarde bien, caractériser les diodes Schottky, c'est en particulier, comme on peut le voir, d'avoir les tensions de seuil beaucoup plus basses que des diodes standards. On peut voir ici que pour 10 mA, on peut avoir maximum 400 mV de tension de seuil, alors qu'ici, on a 1 volt. Ça va être le point le plus important. Et si on regarde les autres caractéristiques, finalement, elles sont relativement proches de la diode AN4148. Bon, on retrouve ici, après, je vais dire, toutes ces courbes. Mais voilà, ici, les diodes Schottky, c'est surtout ça qui est intéressant, parce qu'au niveau de la vitesse, par exemple, on voit que c'est voilà, 4 nanosecondes, 4 nanosecondes. Ça ne change pas vraiment. Je dirais même au niveau de la capacité parasite, la Schottky est un peu moins bonne ici. Enfin voilà, on retrouve ça. Et derrière, par exemple, sur des diodes dites de puissance, par exemple, on va aussi retrouver les mêmes caractéristiques, mais bien sûr, elles vont être un petit peu dans des ranges différents. Là, par exemple, je vous ai mis un exemple de cette diode, qui est une diode rapide, qu'on va retrouver généralement sur le secondaire, par exemple, des alimentations à découpage, et qui sont dans ce genre de boîtier. Pourquoi? Parce que justement, comme elles peuvent dissiper une puissance importante, il faut éventuellement les monter sur des radiateurs pour qu'elles puissent dissiper cette puissance. Et là, comme c'est souvent le cas aussi, on retrouve toute une série de diodes qui ne diffèrent quasiment que par, on peut voir ici, la tension max inverse qu'elles peuvent supporter, soit en pic, comme je l'ai déjà expliqué, ou ici en RMS. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et encore une fois, il faut de la marge. Par exemple, je sais pas, si je voulais utiliser ça sur le secteur, par exemple, je rappelle que les 230 volts secteur, c'est la tension RMS, mais la tension pic, elle, est de l'ordre de 320 volts, et généralement, il faut garder de la marge. Donc ce serait plutôt, par exemple, ce modèle-là qu'il faudrait si on veut vraiment avoir de
de la sécurité dans un cas comme ça. On voit que cette diode, voilà, elle accepte un courant déjà moyen très important de 16 ampères. Là, on est vraiment d'un côté plus composant de puissance et 200 ampères éventuellement en pic. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, la capacité parasite est bien plus importante. Alors pourquoi elle est plus importante? Parce que justement, pour passer ce genre de courant, il faut des jonctions physiquement plus grosses. Et comme elles sont plus grosses, c'est un peu comme un condensateur. Plus les armatures sont importantes, plus la capacité est importante. Et sinon, voilà, on retrouve tout ici, là, c'est pareil, toutes ces courbes. Et là, on voit, encore une fois, le côté varicap. Cette diode-là, c'est pas du tout une diode varicap, mais on peut voir que la capacité change énormément. C'est-à-dire, avec 1 volt de tension reverse, on est là éventuellement sur cette diode-là à 250 picofarads. Et si je monte à 100 volts, je descends quasiment à 10-20 picofarads, ce qui est quand même une sacrée évolution. Alors, bien sûr, ça fait une grosse erreur, mais même si je l'utilisais, par exemple, cette diode-là, en varicap avec une tension de 30 volts, par exemple, on voit, je m'attends à une sacrée variation de capacité, par exemple, sur cette courbe-là, entre 200 et quasiment 25 picofarads. Donc, à la limite, je pourrais utiliser cette diode-là en diode varicap, si je voulais, même si, je veux dire, il y a des diodes varicap qui sont faites pour ça, là. Mais c'est pour vous montrer que cet effet, par exemple, on va le retrouver chez toutes les diodes. Et comme je vous l'avais montré aussi dans une vidéo, généralement, plus les fonctions sont importantes, comme on retrouve sur des TVS et des trucs comme ça, plus ces capacités parasites sont importantes aussi. Voilà pour cette petite vidéo sur les datasheets des diodes. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ça ou des remarques, vous pouvez toujours les laisser en commentaire de la vidéo. Tiens, Caroline, ça va Caroline? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis que c'est le bordel en ce moment. Mais non, faut être optimiste. Tu sais, comme disent les anthropophages, tous les hommes sont naturellement bons. Allez, là-dessus, que le grand silicium vous fasse de bons redressements et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.